Bonjour Catherine! Bonjour! Merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. On va se le dire, là, en fait, on continue ensemble depuis tard. Oui. Voilà, c'est des petits bonjours de politesse pour continuer. Je profitais de ta présence parce que, Catherine Simon-Paquet, tu es une chercheuse en éducation, en parentalité, en développement de l'enfant. Tu es en train de terminer ton doctorat en psychologie. Donc, toute ton expérience puis tes connaissances, on avait envie là, de partager le plus possible là, pendant notre rencontre. En plus, c'est un de tes dada, là, la vulgarisation scientifique, c'est vraiment ce que t'aimes. Oui, vraiment, c'est une expertise un peu que j'ai développée pendant mon doctorat. Ah oui, vraiment. Alors, justement, de la façon dont tu viens nous vulgariser toutes sortes d'informations aujourd'hui, c'est super précieux. Et puis, je te demandais qu'est-ce que tu avais envie de mettre de l'avant aujourd'hui, puis tu te penches, toi, actuellement sur un thème. Puis j'avoue, sur le coup, je savais même pas trop quelle question poser, mettre de l'avant. On dirait que c'est juste comme un mot qu'on utilise, puis on s'y penche pas tant que ça. Alors aujourd'hui, on va parler du tempérament. Puis je vais y aller vraiment en petite formule informative, donc questions-réponses, puis on va au sujet et voilà. Parfait! Donc, qu'est-ce que c'est le tempérament, tu sais, par rapport, mettons, à la personnalité? Oui, le tempérament, en fait, c'est un ensemble de traits ou de caractéristiques de l'enfant qui apparaissent très tôt dans son développement. Donc, quand il est tout petit, même à la naissance, on peut voir certaines caractéristiques du tempérament. Puis, ces caractéristiques-là sont beaucoup ancrées dans la biologie de l'enfant, là, donc vraiment génétique. C'est quelque chose qui est beaucoup inné. Puis qui va aussi influencer, bien sûr, l'émergence de la personnalité qui vient un petit peu plus tard dans le développement. Donc, à l'adolescence, on va parler de personnalité, à l'âge adulte aussi. Et le concept de personnalité est un petit peu plus large que le tempérament. Donc, ça va inclure certaines composantes tempéramentales, mais aussi, par exemple, des attitudes, des façons de voir son soi, donc le concept de soi. Donc, c'est plus large là, que les caractéristiques tempéramentales. OK. Puis donc, si on se demande c'est quoi les parts d'inné et d'acquis, donc le tempérament est plus inné, puis la personnalité serait plus acquise? Oui, dans le fond, le tempérament, il y a comme une composante génétique, là. Dans le fond, les études varient entre 20 et 60%, là. Fait qu'il y a une bonne variabilité, là. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est pas mal indéniable qu'il y a des racines biologiques au tempérament. Par contre, il y a certains traits du tempérament qui vont être plus irritables, donc qui vont se transmettre de parents vers enfants, sûrement par la génétique, mais aussi par certains comportements des parents, comme on peut penser au contrôle volontaire ou attentionnel. Fait que ça, c'est par exemple d'être capable d'inhiber certaines réponses ou certains comportements ou de faire certains comportements quand c'est demandé. Puis ça se développe vraiment là, au cours de la petite enfance, âge préscolaire. Tu sais, même au début de l'école primaire, les enfants sont pas bien régulés encore. Non, effectivement. Ça se développe, là, mais tu sais, la capacité, justement, d'écouter, de s'asseoir, de pas déranger, de respecter les consignes, c'est des choses qui apparaissent plus tard, mais qui sont quand même très irritables. Donc, on voit que ça se transmet de parents à enfants. Ah oui, c'est ça, quand tu dis irritable, c'est ça dont on hérite. C'est ça. Puis, donc, c'est ça par les gènes, mais ça peut aussi être directement lié au comportement. Donc, si nos parents ont un tel comportement avec nous, on va en hériter puis le reproduire. C'est ça, les parents qui ont un plus grand contrôle attentionnel, par exemple, là, la capacité à diriger son attention où on le souhaite. Souvent, on va voir que les enfants vont aussi avoir un meilleur contrôle attentionnel. OK. Puis, on entend parfois dire que dans la fratrie ou la position dans la fratrie va avoir un impact sur le tempérament. C'est comme, je sais pas, le premier qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'il y a eu toute l'attention en premier, puis le deuxième qui cherche sa place, le troisième qui a beaucoup, qui bouge beaucoup puis qui prend des risques, là, mettons. Oui. On y va avec un clin. J'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme dans les écrits scientifiques, puis dans le fond, en 2015, il y a des équipes de recherche aux États-Unis, en Allemagne et aussi au Royaume-Uni, qui ont pris comme des centaines de milliers de personnes, dans le fond, dans ces pays-là, puis qui ont vu qu'en fait, non, il n'y a pas de lien entre
le rang dans la fratrie, là, donc d'être premier ou dernier dans la famille, et les traits de la personnalité. Donc, ça serait vraiment comme pas vrai, finalement. Ça serait vraiment un mythe. Mais c'est que dans les études avant, souvent, il y avait comme des variables que nous, on dit confondantes. Donc, souvent, la fratrie est évaluée au même moment. Sauf que nécessairement, les enfants plus vieux sont plus vieux, là, donc sont plus matures, ont plus de capacité de régulation et tout ça. Donc, il y avait comme des biais au niveau de la méthodologie, là. Donc la façon que c'était mesuré, qui faisait en sorte qu'on trouvait des liens, mais qui n'étaient pas vraiment valides, là. Donc, en enlevant le plus possible les variables qui peuvent camoufler ou qui peuvent changer les résultats, mais là, on voyait qu'il n'y avait plus de lien entre le rang dans la fratrie et la personnalité. Ah, c'est quand même spécial, ça. C'est vraiment un mythe qui est très répandu. Là, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que c'est un peu comme si on utilisait le même questionnaire, mais pour évaluer un enfant de 12 ans, de 8 ans, puis de 3 ans. C'est ça. Ouais. Nécessairement, le 3 ans risque d'être plus impulsif que... Ben, c'est ça, il y avait comme des drôles de biais, là, des drôles de problèmes dans les études. Tu sais, aussi... faut considérer le nombre d'enfants dans la fratrie. Fait que si on parle des plus vieux, ben un plus vieux dans une famille de 5 ou un plus vieux qui est enfant unique, tu sais, c'est pas la même chose. Ouais. Sauf que dans les études, ben ils considéraient de la même façon. Donc, en enlevant comme plusieurs biais comme ça, ben là, on voit qu'il n'y a pas de lien. OK. Donc, pas de lien entre le tempérament et la position dans la fratrie. C'est super intéressant, j'aime ça. Est-ce que le tempérament, il est définitif? Donc, tantôt, tu nous disais qu'on hérite de notre tempérament ou il y a une partie génétique. Est-ce qu'on est pris avec? Pour toujours pris avec. C'est comme, ça peut être une bonne prise aussi. Oui, c'est ça. C'est assez stable dans le temps, le tempérament. En général, on va dire que le tempérament est très, très stable. Sauf que il y a certaines choses qui se développent au début de l'enfance. Donc, au début de la vie, dans les premiers mois, dans les premières années, il y a quand même un petit peu de choses qui peuvent changer. Le cerveau se développe très, très, très rapidement à ce moment-là. Il y a plein de fonctions qui vont se développer durant l'enfance et jusqu'à l'âge adulte, dont les fonctions exécutives. Donc, les fonctions de haut niveau, on entend par là l'inhibition, l'attention, la capacité à planifier, la flexibilité mentale, donc d'être capable de changer de plan dans notre tête. Tout ça, ça se développe au cours de l'enfance, ce qui fait en sorte que les caractéristiques du tempérament peuvent un petit peu varier durant les premières années de vie. Et peuvent être influencées par l'environnement familial. Donc, les gens qui entourent l'enfant peuvent favoriser l'émergence de certaines fonctions ou pas. Donc, en général, c'est stable, mais il y a quand même un petit peu de variations là, qui peuvent être expliquées par les parents. Puis dans le fond, les fonctions exécutives sont très liées au tempérament de l'enfant, mais elles se développent également. Puis tu nommais en petite enfance, c'est jusqu'à quel âge ou environ jusqu'à quel âge que ça se développe? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut perfectionner tout au long de la vie, en fait, ces fonctions-là? Les régions de cerveau qui sont associées aux fonctions exécutives se développent jusqu'à 25 ans. Donc, ça se développe vraiment longtemps. Ça se développe vraiment rapidement durant la petite enfance, c'est-à-dire qu'un bébé n'a aucune régulation. Non, effectivement. Un bébé de naissance ne régule pas. Sauf que ça apparaît vers, mettons, 3-4 ans, certaines choses. Il y a des tâches là, que je disais qui sont comme le jeu Jean-dit. Mettons, Jean-dit, touche ton bras. Puis là, on dit comme touche ton genou. Puis là, tu dois inhiber la réponse. Là, tu dois pas le faire. Mais ça, tu sais, les enfants très jeunes sont pas capables là, de faire ça. Là. C'est vraiment difficile pour eux de pas toucher leur genou quand on dit ça. Fait que ça, c'est juste un exemple très concret de c'est quoi une fonction exécutive. Ou l'attention, là, justement, comme à l'école, on le voit, là, que ça se développe pas au même rythme selon les élèves. Puis c'est normal. Il y a une variabilité qui est normale. Donc... ça se développe très, très rapidement quand ils sont petits. Mais ça continue au cours du développement. Donc, être au courant de ces choses-là va pouvoir avoir plus d'impact si, justement, nous, on adapte l'environnement en jouant à ces jeux-là ou en favorisant des moments d'attention où le parent va avoir un impact, là, justement. Puis, est-ce qu'on doit
j'ai demandé autour de moi aussi si les gens avaient des questions en lien avec le tempérament. Puis, on m'a demandé s'il y avait un niveau ou un moment où on doit s'inquiéter d'un tempérament trop timide ou trop solitaire. Encore là, il y a comme quelque chose dans la notion du trop qui peut être évalué de façon vraiment différente d'une personne à l'autre. Moi, étant une personne solitaire de base, peut-être que certains m'identifieraient comme trop solitaire, puis d'autres pas du tout. Mais est-ce qu'il y a un moment que ça devient plus inquiétant ou préoccupant? C'est une bonne question. Tu sais, si les parents ont vraiment des inquiétudes, ben c'est bon de consulter, là, toujours. Là, tu sais, moi, je prône ça, là. Dans le fond, si on veut être accompagné, mais tant mieux, là. En fait, ça peut pas nuire, là, de consulter. Dans le pire des cas, là où la professionnelle va nous rassurer. Ouais. Mais dans la littérature scientifique sur le tempérament, il y a beaucoup de choses sur l'adéquation entre le tempérament du parent et le tempérament de l'enfant. Donc, comme tu me disais, mais toi, t'es très solitaire, mais c'est un enfant très solitaire, mais c'est parfait. Sauf que si, mettons, il y avait une personne hyper extravertie qui a un enfant comme très solitaire, ben là, c'est sûr que c'est comme plus difficile à concilier, là, autant que si les parents sont super sportifs puis un enfant très intellectuel qui veut pas vraiment faire ça, que ça l'intéresse pas, mais l'adéquation peut être plus difficile, tu sais. Fait que c'est plus ça, dans le fond, qui est mesuré dans les études, l'adéquation entre le tempérament du parent puis de l'enfant. Ensuite, tout ce qui est comme timidité, d'être gêné et tout, ben ce qu'on voit dans les écrits, c'est que c'est des enfants qui, quand ils étaient bébés, naissants, là, ou à peine quelques mois, ben c'est des enfants qui sont très sensibles à leur environnement. Donc, au bruit, aux odeurs, aux stimuli visuels. Oui. Donc, si l'enfant est très sensible à ce qui l'entoure, mais peut-être que d'être plus retiré ou d'être plus timide, ben c'est une façon un peu de se protéger ou de s'adapter. Puis, peut-être que c'est un enfant qui va comme prendre un petit peu plus de temps à se réchauffer, là. Ouais. Ça, c'est comme dans la littérature sur le tempérament aussi, là, des enfants qui sont comme un peu plus lents à se réchauffer. Ouais. Donc, ils vont comme approcher des situations nouvelles, mais plus lentement, mais c'est correct, là. Peut-être que c'est juste le rythme de l'enfant, puis que c'est important, justement, de le respecter. Ah oui. Personnellement, ça a été vraiment... Moi, c'était vraiment un switch, là. Pendant longtemps, j'ai décrit mon enfant comme très observateur, qui voulait pas se mêler trop. Lui-même me dit « Ah, j'aime mieux regarder », tout ça. Puis il y a comme eu 6 mois où, tranquillement, je voyais qu'il s'essayait plus, puis maintenant, il est comme pas arrêtable, là. Tu sais, des fois aussi, c'est ça, d'être ouvert à ce changement-là, où lui avait besoin d'un rythme ou de prendre confiance de certaines choses. Je l'aurais longtemps défini comme un garçon timide ou très posé pour ça, puis maintenant, plus du tout. Mais peut-être que son environnement est adapté aussi. C'est ce qui lui permet un certain sentiment de sécurité, une prévisibilité. Contrôle. Ah ouais. De l'impact de l'environnement, justement. Ouais. Puis, souvent, on entend pour les bébés, « Ah, t'as un bon bébé. T'as un enfant difficile, t'as un bébé difficile, il est plus... » Est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais tempéraments? Non, là, je pense pas là, qu'on veut véhiculer ce message-là. Là. Il y a aussi des bébés que j'entends qui sont qualifiés de comme baby, des bébés aux besoins intenses et tout ça. Mais c'est sûr que dans la littérature scientifique, c'est pas des termes qui sont utilisés, là, évidemment, mais c'est que je pense que ça part beaucoup d'une théorie de Thomas et Chess en tempérament qui classifiait les bébés selon des tempéraments qui étaient dits difficiles ou faciles ou lents à réagir, là. Ah, OK. Lents à se réchauffer, là, ce que je parlais tantôt. Oui. C'est comme drôle en français, là, la traduction, hein, mais c'est ça. Quand tu dis lent à se réchauffer, dans le fond, c'est juste qu'il y a vraiment besoin de se sentir très en sécurité, puis d'évaluer il est dans quel contexte, puis éventuellement, quand il va se sentir bien, là, il va parler plus ou interagir plus. C'est ça. C'est comme... Dans le fond, le tempérament, en science, est beaucoup étudié par observation. Donc, on va mettre les bébés dans une pièce qu'ils n'ont jamais vue de leur vie, puis on regarde un peu comment ils réagissent. Puis des fois, c'est même des humains qui n'ont jamais vu de leur vie. Donc, tu sais, on va mettre comme une assistante de recherche qu'ils n'ont jamais rencontrée dans une pièce qu'ils n'ont jamais vue, puis là, on regarde qu'est-ce qu'ils font, dans le fond. Okay. C'est quoi leur comportement. Ouais. Puis, les enfants qui ont un tempérament difficile ont tendance à avoir des réactions très négatives. Donc,
stimuli qui sont nouveaux, qu'ils n'ont jamais vus. Fait que là, dans le fond, ils vont comme avoir beaucoup d'émotions négatives, ils vont avoir de la frustration aussi quand on les met dans des situations où ils peuvent pas nécessairement faire ce qu'ils veulent. Ouais. Fait que c'est comme la tolérance à la frustration, elle est pas très grande. OK. Puis donc ça, là, à ce moment-là, c'est vraiment dans le inné. L'enfant, il est comme ça. Oui, c'est comme ses réactions innées, là, okay. oui, vraiment naturelles. C'est des bébés, comme dans la première année de vie, mettons, qui vont avoir comme des rythmes très irréguliers. C'est pour ça qu'on dit que c'est un tempérament qui est difficile à prévoir, peut-être, parce que là, mettons, ils vont manger sur un rythme pas très régulier, et ils vont dormir sur un rythme très irrégulier. Même, ils parlent d'élimination, là, fait que, tu sais, aller faire pipi, caca, tout ça, c'est pas régulier. Fait que c'est des enfants qui ont comme tout ça, dans le fond. Tu sais, une humeur négative, des rythmes irréguliers, c'est une faible tolérance à la frustration et tout. Donc, en général, ça apporte des défis. C'est ça. Au final, l'enfant n'est pas nécessairement plus difficile, mais c'est plus difficile pour nous de s'adapter à cet enfant-là. Exactement. Un tempérament qui est défini comme facile selon ces deux chercheurs-là, c'est des bébés justement qui ont des rythmes très prévisibles, donc dormir, manger, éliminer, qui vont avoir comme une humeur vraiment joyeuse, tu sais, un bébé bubbly, là, qui sourit, tu sais, qui approche les nouvelles situations avec intérêt et curiosité, les nouvelles personnes, tu sais, c'est ça, dans le fond, qu'ils observaient dans leurs vidéos. Puis c'est ça, les bébés qui sont lents à se réchauffer, ça, c'est des bébés, justement, là, qui étaient comme plus craintifs, mais que quand ils jugent que c'est sécuritaire, ils vont puis ils s'amusent. OK. Fait que ça, je pense que c'est beaucoup ça là, qui a comme affecté certaines perceptions du tempérament. C'est ça, ça apporte ses défis pour les parents, c'est clair. Là, c'est plus facile d'avoir des pratiques qui facilitent les besoins de l'enfant, puis la coopération quand le tempérament est facile, puis qu'on dort bien, puis que tout le monde mange bien. Sauf que c'est vraiment l'adéquation entre l'environnement et le tempérament qui va faire en sorte que l'enfant va bien se développer, puis que ça va mieux aller après, tu sais. Est-ce qu'il faut essayer de changer le tempérament de l'enfant ou trouver... je sais pas, on dirait que si je le dis de même, c'est sûr qu'on va dire « Ah ben oui, on trouve les adaptations favorables et on accueille l'enfant. » C'est plus comme adapter l'environnement à l'enfant. Fait que si on a un enfant, justement, qui a plus peur de la nouveauté, qui est moins à l'aise et tout, ben il y a des adaptations, comme à l'école, si on peut aller à l'école avec l'enfant, juste visiter les lieux, regarder c'est quoi la classe, c'est quoi... aller dans ce quartier-là, faire le trajet. Je veux dire, même les adultes ont fait ça, là, comme, tu sais, ceux qui ont plus un tempérament, justement, qui est moins prompt à chercher des sensations, plein de nouveautés, mais là, on va le faire, le chemin, avant de se rendre à notre premier emploi, là, tu sais, on va s'adapter, fait que c'est un peu la même chose, dans le fond, qu'on peut faire avec l'enfant, le préparer, lui dire qu'est-ce qui s'en vient, essayer de faire des routines, justement, qui vont le sécuriser, accueillir les émotions, c'est sûr, c'est ça, je pense qu'il y a des stratégies qu'on peut mettre en place dans la famille, mais c'est inévitable de dire que ça apporte quand même des défis puis que c'est plus difficile d'avoir des pratiques facilitantes quand le tempérament est plus réactif puis que l'enfant est très sensible au changement. Est-ce qu'on peut faire le lien entre la théorie de l'enfant orchidée puis de l'enfant pissenlit, donc cet enfant-là qui aurait un tempérament plus complexe, disons, qui nous amène, nous, à trouver ça plus difficile, ça ressemblerait à un enfant qui est de type orchidée, puis celui qui a un tempérament plus facile pour nous serait un enfant de type pissenlit? Oui, absolument, c'est ça, dans les théories du tempérament, il y a comme toutes sortes d'approches, puis une approche qui est maintenant plus préconisée, là, on n'utilise pas ça vraiment maintenant, là, le tempérament difficile, facile. Et ce qui est maintenant plus mesuré, c'est vraiment la réactivité puis la sensibilité. Okay. Donc, effectivement, là, tout ce qui est la sensibilité à l'environnement, mais maintenant, on mesure plus ça. Puis aussi la réactivité, là, qui est comme à quel point l'enfant réagit de façon vraiment intense aux stimulations, à la frustration, à la nouveauté, au changement. Est-ce que c'est des enfants qui sont plus sensibles et donc qui réagissent plus? Parce qu'il y a aussi des enfants sensibles qui vont se réguler, qui vont apprendre à réguler leur sensibilité puis qui sont pas nécessairement réactifs. Hein? Ça vient pas tout le temps ensemble. Mais effectivement, maintenant, dans les études, on est plus rendu à mesurer la sensibilité puis la réactivité.
c'est ça. Ce qu'il y a toutes les autres entre les deux. C'est la théorie de Thomas Boyd, c'est l'enfant orchidée, l'enfant pissenlit, mais il y a toute la gamme des fleurs entre les deux aussi, qui sont dans le fond associées à tout ce qui est tempérament, des différences de tempérament, en fait, là. Oui, c'est ça. C'est comme d'apprendre à accepter ou à accueillir plutôt les réactions émotionnelles là, des enfants, puis à leur montrer un peu comment les réguler éventuellement, là, parce que parfois, c'est pas nécessairement le moment ou l'endroit. Donc, effectivement, là, les enfants plus sensibles vont être aussi plus sensibles aux pratiques des parents. Fait qu'il y a des enfants qui vont plus comme être des enfants éponges. Là. Oui. D'autres vont être moins affectés là, par les pratiques qui soient facilitantes ou pas. Donc, d'aller à la découverte de l'enfant qu'on a, de trouver les bonnes adaptations pour ce qu'il est et non changer ce qu'il est pour le faire fitter avec notre rythme à nous, en fait, là. Oui, c'est ça, exactement. Parce que c'est sûr qu'il y a des tempéraments et des personnalités, comme, mettons, la sensibilité ou justement comme le fait d'avoir un tempérament qu'on disait difficile ou qui est plus réactif. Ça prédispose quand même les enfants à avoir certaines difficultés. Là. Ça, c'est comme bien établi là, dans les études scientifiques. Fait que je pense que c'est d'autant plus important de sensibiliser les gens qui entourent ces enfants-là pour qu'ensuite ils puissent apprendre à mieux gérer c'est ça. Ces réactions-là. Parce que l'enfant, il change, comme tu le nommais tantôt, le tempérament, il changera pas tant que ça. Donc, il faut apprendre à l'enfant ou guider ou accompagner l'enfant à être bien dans ce qu'il est et non à se transformer parce qu'il se transformera pas. Ben, c'est ça. Ou pas beaucoup. C'est ça. Je pense qu'il faut plus comme accepter que l'enfant est peut-être sensible à certains stimuli, à certains environnements, puis adapter ensuite le dosage et tout ça. Là, si on a un enfant qui est vraiment sensible aux foules, au bruit, au son, d'aller comme dans des parcs d'attractions comme la ronde, mais on fera peut-être pas ça toute la journée. Non. On va peut-être comme essayer de réguler en mettant un temps qui est adéquat. En connaissant notre enfant, on peut aussi comme justement prévoir ses réactions. Puis tu nommes ça comme exemple, puis on dirait que j'entends des parents aussi dire, ben il va s'habituer. Il va-tu s'habituer à la ronde, cet enfant-là, ou comme c'est son tempérament sensible, il risque de juste jamais aimer ça, la ronde? Ça se peut-tu? Comme que c'est quelque chose qu'on va vraiment s'habituer à endurer? Ou comme notre tempérament, il est comme ça, ben ça reste comme ça? Mais je pense que les deux sont vrais, tu sais, que c'est pas fatal, là, mais c'est sûr que si on est plus sensible, par exemple, au bruit, aux stimuli de l'environnement, comme ça risque pas de changer. Okay. Mais après ça, comme nos méthodes pour s'auto-réguler vont se développer, finalement, avec le temps. Mais c'est sûr qu'on a chacun des limites qui sont propres à nous, là, donc, tu sais, c'est sûr que si l'enfant, sa limite est toujours dépassée, ben comme, il va avoir des manifestations de ça. Oui, c'est ça. Comme des crises. Exact. OK. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas nommées que tu as envie de remettre de l'avant? Non, mais tu sais, si les gens, ça les intéresse vraiment, le tempérament, il y a l'épisode que tu as fait avec Christa. Oui, sur la sensibilité, justement. C'est ça, donc je les référerai à votre épisode complet là-dessus. OK, génial. Bon, ben merci beaucoup, Catherine. Merci à toi.